Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test complet du Meizu 16e. Alors, il faut bien faire la différence entre le Meizu 16 et 16e. Le Meizu 16 est un poil moins spéqué, donc attention à ça. Donc, Meizu, avant de commencer ce test, que je sais que vous attendez depuis maintenant quelques temps, eh bien, je vais vous parler de pourquoi déjà ça revient en France et surtout, avant ça, et en premier lieu, qu'est devenu Meizu. Parce qu'il faut savoir que donc, Modlabs, qui s'occupait de l'importation des Meizu en France, ça s'est mal terminé parce que Meizu ne voulait plus balancer du fric en France, parce que le Pro 7 s'est très mal vendu. Mais il ne s'est pas très mal vendu qu'en France, il s'est mal vendu partout en fait. C'était un échec commercial total pour la firme qui n'avait pas de gros objectifs et qui n'a même pas réussi à les atteindre. Et d'ailleurs, après ça, on a très peu entendu parler de Meizu après la sortie du Pro 7, parce que ça a été un échec. Pourtant, le smartphone était très bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le fondateur de Meizu est revenu chez Meizu pour faire du ménage. Donc il y a eu un gros ménage de fait et il y a un gros changement de politique qui est en train de se faire. Et ce qui fait qu'on a le Meizu 15e qui est arrivé avec cette nouvelle politique. Et on n'en a pas encore beaucoup parlé parce que c'était encore le début, il a fallu refaire tout Meizu. Il y a eu un gros ménage de fait. Et ce qui fait que actuellement, le 15e, il a l'air plutôt bien. D'ailleurs, il est très semblable au 16e. Il est très très proche avec juste, il a un Snapdragon 660 et au niveau des specs derrière, c'est à peu près la même chose, sauf peut-être pour le son. Et ce qui fait que pour le Meizu 16e, j'ai jamais autant entendu parler de Meizu que de cette année. Pourquoi? Eh bien tout d'abord, il faut savoir que Meizu a décidé, que ce soit par des revendeurs, et chez nous en France c'est un revendeur, c'est Wire Distribution, qui s'occupe de l'importation officielle des Meizu, soit c'est Meizu eux-mêmes en fait, qui vont faire la gestion dans les pays dans lesquels ils vont. Et ils vont dans plein de pays, ils s'exportent partout. Donc ce qui fait que déjà il y a un gros changement politique. De l'autre part, il y a aussi le changement où eh bien, ce n'est plus Samsung avec ses Exynos et MediaTek avec ses MediaTek qui vont équiper les smartphones, mais c'est du Qualcomm. Beaucoup de Qualcomm, et bien évidemment, là, par exemple, sur les derniers Meizu, ce n'est plus que du Qualcomm. Le Meizu 15e avait encore son Exynos pour le haut de gamme, mais là, ce n'est plus le cas. Ce qui fait que aujourd'hui, Meizu est en conquête de l'international de façon beaucoup plus présente. Et donc en France, nous avons droit à Wire Distribution qui s'en occupe et qui a décidé de faire le lancement via directement les tests en fait pour faire parler de lui parce que forcément ça coûte cher et il a peut-être pas forcément beaucoup d'argent, donc ce qui fait que ça va se faire tranquillement. Il devrait y avoir d'autres choses après si ça arrive à bien décoller. Et ce qui se passe donc, c'est que ce Meizu 16e arrive avec les Snapdragon 845 et surtout un lecteur d'empreintes sous l'écran. Et c'est ce qui fait déjà une grosse différence, c'est que là, on a quelque chose qui est très intéressant. Le smartphone en soi est assez classique, mais il apporte des choses intéressantes, un peu comme un OnePlus. C'est à peu près dans le même système pour l'instant. Et la communication a énormément changé aussi, puisque c'était le gros talon d'Achille et s'était reposé sur l'ancienne communication et non pas sur la nouvelle qui, pour le coup, la cible n'était plus bonne en fait. Ce qui fait que ce Meizu 16e, par exemple, ne communique plus sur le côté audiophile du smartphone, et pourtant il l'est toujours. Si on va chercher un peu le côté technique, eh bien vous aurez quelques informations, mais elles ne sont pas forcément faciles à trouver. Donc c'est assez marrant, et pourtant on a toujours le jack. Donc c'est assez marrant qu'il n'y ait plus ce côté audiophile qui est mis en avant, mais un côté beaucoup plus standard, beaucoup plus lifestyle du téléphone qui est mis en avant. Alors ce qui est bien, c'est que quand même, ils n'ont pas négligé le côté lecteur MP3, par le côté audiophile. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un Meizu 16e qui est déjà très agressif au moment de la sortie en Chine et même en France pour le coup maintenant. Et en plus de ça, il est très bien équipé et on se retrouve avec un smartphone qui est très très intéressant et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ce test, j'ai essayé d'être objectif. J'aime beaucoup Meizu, notamment pour la partie audio parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pour ceux qui me suivent, vous comprenez de quoi je parle. Et ce qui fait que ce smartphone, clairement, il remplit toutes mes attentes personnelles, mais en plus de ça, il m'a étonné sur beaucoup de points. Même si je savais déjà qu'il était très bon, parce que beaucoup de testeurs en avaient dit du bien, et ça a été un peu la surprise de l'année pour beaucoup. J'attends toujours de l'avoir en main, parce qu'il peut y avoir des déceptions. Et clairement, clairement, Meizu a fait un travail de dingue sur ce Meizu 16e. Clairement. Et je vais vous le montrer dans ce test, sinon vous avez le test express pour faire plus court, et puisque déjà c'est beaucoup plus court que cette intro-là. Mais ce qui fait que c'est vraiment un smartphone qui m'a vraiment étonné et qui en étonnera beaucoup plus d'un en termes de test. Allez, on y va maintenant. Je vais vous présenter le design de ce smartphone.
Au niveau du design, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à du Samsung. Alors on va faire un petit peu le tour du propriétaire, mais c'est quelque chose déjà qu'on peut voir de base, c'est qu'il n'a pas d'encoche. Pour continuer sur la façade, on a un appareil photo qui va servir aussi pour la luminosité et proximité. Vous avez l'haut-parleur ici qui est assez fin d'ailleurs, hein, qui est d'ailleurs assez discret et assez sympathique et qui va servir pour le double haut-parleur. On en parlera dans la partie sonore. Vous avez le bouton Power, le bouton volume plus moins. Vous avez ici le micro secondaire, les deux antennes. Ensuite, ici, la partie SIM. Donc, c'est du dual SIM uniquement. Il n'y a pas de possibilité de mettre de SD. Vous avez le jack, l'USB-C, micro primaire, les deux antennes et le haut-parleur principal. Hop. Le dos, vous avez droit à un dos qui est assez sympathique puisque déjà, alors Meizu, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été refaites, notamment au niveau du design, ils ont gardé une petite chose sympathique, c'est ici la partie flash, donc avec son capteur laser au centre, et c'est plein de petits flashs en fait. On avait un flash 10 LED avant, là c'est plus du flash à 6 LED, mais ça constitue en fait un design spécifique à Meizu, ce qui fait qu'on peut le reconnaître avec ceci par exemple. C'est vraiment le haut de gamme à ce système-là, et je trouve ça très sympathique. Vous avez le double appareil photo, donc ici de 12 et ici de 20 mégapixels, et celui de 20 étant en ouverture 2.6. Mais ça, on en reparlera dans la partie photo. Vous avez juste Meizu, il n'y a pas de choses particulières en plus. Vous avez une tranche en métal, le dos est en verre, et la façade est assez plate avec une petite partie 2,5D sur les bords qui est très fine. Un design que j'apprécie particulièrement parce que, comme je l'ai dit juste avant, il n'a pas de notch. Et en plus de ça, on a des tailles réduites en haut et en bas. Donc ce qui fait que vraiment, on a des bords qui sont très fins sur les côtés, vraiment très fins, et qui en plus de ça n'ont jamais posé problème pour le coup sur le test, puisque j'ai jamais eu de soucis de faux positifs, par exemple pour les doigts. Et ici en haut et en bas, ça fait un peu plus fin que le Samsung, le Galaxy S9, ce qui fait que c'est vraiment très design. En plus de ça, j'ai pu choisir la couleur et j'ai pris en blanc parce que j'aime bien le côté blanc, c'est déjà mieux à filmer. Et puis aussi, j'aime bien le côté blanc, tout simplement. Globalement, c'est un design que j'apprécie, notamment en fait au niveau de la prise en main. Par exemple, ce que je reprochais au Oppo Find X, alors c'est que par exemple, il était bien ajusté entre l'écran et la tranche en métal. Et par contre, au dos, c'était un peu mal ajusté. Ici, c'est vraiment très très bien ajusté. Et pour le prix, c'est assez rare de voir ça. Ce qui fait que la tranche, en fait, entre la tranche et le verre, il y a quasiment rien, en fait, qui va sentir on va sentir la différence. Ça gratte jamais, il n'y a jamais ce côté gratte, en fait. C'est très, très bien fait, ça fait très premium, c'est très qualitatif, et c'est la même chose à l'avant. C'est même un poil mieux, mais clairement, même au dos, c'est très bien fait. Là où un Oppo à 1000 € ne le fait pas, par exemple. Et pourtant, les finitions sont vraiment très bonnes. Ce qui fait qu'il y a déjà ça qui est agréable, mais aussi la prise en main globalement, parce que le verre est très doux au toucher. Donc ça, c'est une bonne chose. Il est vraiment très doux. Ainsi que le métal qui est très très doux au toucher. C'est globalement, en fait, on peut voir que c'est assez sobre en termes de design. Il n'y a pas de prise de risque particulière. On n'a pas de choses vraiment extraordinaires, en fait, en termes de design. Il n'y a pas de particularité, à part ce flash qui est particulier. On a l'appareil photo quand même qui ressort un petit peu, mais qui reste assez léger. Ce n'est absolument pas quelque chose qui est vraiment, comment dire, gênant en fait parce que c'est bien intégré. On a un petit pourtour en métal aussi d'ailleurs qui reprend les tranches et ce qui fait que ça lui donne un petit design. On sent que c'est presque fait entre guillemets exprès. Que dire de plus aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que donc ça reprend le design du S9, mais on a un écran qui est plat. Donc ce qui fait que l'écran, lui, va rester très plat. On a juste un 2,5D vraiment sur les bords. Ce qui fait que pour ceux qui n'aiment pas le côté incurvé des Samsung, et bien ici par exemple, vous ne l'avez pas. Chose plus étonnante, c'est quand même le fait que, en général, en plus sur le blanc c'est très voyant, nous n'avons que le capteur photo qui est présent en haut. Vous n'avez pas du tout de capteur de luminosité ou de proximité. Et là, pour la luminosité, c'est aussi le capteur photo qui s'en charge, ce qui est assez étonnant. Alors je ne sais pas comment ils gèrent ça au niveau de la consommation, mais en tout cas, ça semble efficace. Ah, alors attendez, j'ai mal... Ah, attendez, je les vois... Ah, cette fois-ci, je les vois en fait. En fait, ils sont juste là, ils sont très bien intégrés en blanc. Mais là, c'est vraiment parce que j'ai une grosse lumière et que je regarde ici, que je viens de m'en apercevoir. J'avais déjà cherché à les trouver et c'est très très dur à voir. C'est vraiment vraiment dur à voir. Donc ce qui fait que, voilà, vous avez une explication, c'est qu'en plus de ça, en fait, ils sont vraiment vraiment durs à voir. Et ce qui fait que sur le blanc, ça ne se voit pas. Et en général,
Bah justement, en fait, on le voit, on est censé le voir sur la plupart des smartphones. On a vraiment un trou pour montrer ça. Là, ils ont réussi à trouver un moyen, en tout cas, pour le cacher derrière la partie blanche. Alors ça, c'est plus étonnant, parce que c'est beaucoup plus rare. C'est même, je crois, la première fois que je le vois. Et c'est pour ça que ça m'avait beaucoup étonné de ne voir juste que le capteur photo. C'était déjà sur le 15e d'ailleurs, et l'avantage, c'est que sur le 15e, comme c'était encore en 16/9e, vous aviez le capteur photo qui était au centre. Donc ça avait un côté symétrique que l'on n'a pas. Mais là, comme ils ont réduit les bords, forcément, ils ont dû faire un choix pour le capteur photo. Au-delà de ça, au niveau du design, j'ai pas vraiment grand chose à dire de plus. Le design est vraiment agréable. Le tenir en main, bah, on a le côté très doux et en plus on le tient vraiment très bien en main. Le côté arrondi est bien fait. C'est assez étonnant en termes de design. Pour le prix auquel il est vendu, surtout, il est très étonnant. Je vous avoue que il fait partie vraiment des hauts de gamme. On a une sensation aussi bien que celle-là, ça me fait en fait même penser par exemple à un Pixel 3 vraiment en termes de qualité, etc. Et c'est vraiment étonnant pour le prix. Je sais pas comment ils ont fait. On a vraiment ce côté un peu entre guillemets Xiaomi, le côté un peu killer, le côté rapport qualité-prix de dingue. Bah, ça donne déjà cette impression. C'est-à-dire que si on vous dit pas le prix, que vous le prenez en main, vous aurez vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'extrêmement premium. Parce que même une petite chose que je n'ai pas dit avant qu'on passe à la surcouche, c'est que si vous regardez bien entre le métal et le verre, il n'y a pas de partie en plastique. C'est quelque chose qu'on voit sur énormément de smartphones. Vous avez une petite tranche, une petite partie en plastique autour de l'écran qui va faire le lien entre guillemets entre la partie métallique et l'écran. Et ce qui fait que bah, sur ce Meizu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout et ça donne un côté vraiment très premium parce que bah, pour le coup, la jointure en fait est directe. En fait, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est assez impressionnant de ce point de vue-là. Dernière chose, puisque j'y pense, et comme ça on pourra, si je l'oublie dans la surcouche, voilà. Mais vous avez aussi le lecteur d'empreintes. Il faut savoir que c'est un lecteur d'empreintes optique. Donc quand il réagit, en fait, vous allez voir, vous avez cette petite fonction qui s'allume. Et en fait, c'est un lecteur optique comme ce que propose le OnePlus 6T ou le Mate 20 Pro. C'est exactement les mêmes. Et ce qui fait que, en fait, quand vous allez bouger, il va se réveiller. Donc même éteint, il va se réveiller. Et vous pouvez directement le toucher. Alors, il est un peu plus lent que ce que propose un lecteur d'empreintes classique, mais avec la dernière mise à jour qui est sortie, la 7.1.1G, eh bien, ça améliore quand même pas mal la rapidité. Parce qu'avant, c'était un peu plus lent que ça. Là, ils l'ont vraiment bien amélioré, donc ça, c'est une bonne chose. Si vous comparez avec ma prise en main, vous verrez que ça doit être peut-être, allez, je dirais un tiers de temps moins rapide. Il y a un tiers de temps de moins pour le déverrouiller. Voilà. On va passer maintenant à la surcouche. Pour la surcouche, on est sur du Flyme 7 et Android 8.1, comme vous pouvez voir ici, avec une mise à jour le correctif de sécurité du 1er octobre 2018. Donc, malheureusement, c'est clairement pas le meilleur. Il faut savoir qu'il y a une mise à jour depuis que je l'ai reçue, c'est la 7.1.1.1G. Voilà, comme ça pour être très précis, qui va régler notamment, pour ceux qui étaient au courant, notamment avec la vidéo d'Esprit Newsgen, le fait qu'il y avait un souci avec les SIM NFC, notamment, qui avait tendance à sauter. Et en fait, il fallait redémarrer il fallait faire tout un système pour pouvoir récupérer la connexion, mais il détectait plus la SIM, il la redétectait en boucle. Ce qui fait que ça réglait ça, ça a aussi amélioré le lecteur d'empreintes. En effet, donc je l'ai montré juste avant, il faut un tiers de temps de moins pour le déverrouiller. Ce qui est une bonne évolution parce qu'il était un peu lent avant et il faisait aussi lent que le OnePlus 6T. Alors apparemment, je ne sais pas si c'est sur la sécurité ou quoi que ce soit, mais ça a eu un impact. Avant d'aller plus loin, si on en parlera dans la partie lecteur d'empreintes, etc., pour détailler un peu plus cette partie-là et notamment les petits défauts qu'il peut y avoir. Donc ce qui fait que Flyme 7, c'est une petite évolution par rapport à Flyme 6, mais surtout une grosse évolution en termes d'optimisation. On va regarder déjà les paramètres. Alors ce qui fait qu'on n'a pas le Dual 4G pour ceux qui peuvent se poser la question. On a ici donc nom de la carte, numéro de téléphone, tirance de données, ok. On a bien sûr le côté Dual SIM. On peut choisir si on veut 4G, 3G, 2G. Bon, c'est on va dire un peu plus... Avant, on avait la possibilité ici de changer directement. C'était assez pratique pour moi, pour je sais plus quelle raison, mais quand il y avait des problèmes d'antenne, je pouvais choisir. Vous avez les points d'accès, Bluetooth, ok. Bluetooth 5.0 bien évidemment. Ici, on n'a pas de choses particulières et il nous manque malheureusement le NFC pour le paiement sans contact. Je vais zoomer un petit peu. Alors ensuite, on peut choisir la taille ici, donc taille de police et bien sûr la taille d'affichage. Alors on pourrait avoir plus petit, très honnêtement, mais ça reste assez correct. Globalement, on a beaucoup d'informations à l'écran, donc ça reste correct, mais on pourrait avoir mieux et ça me serait utile pour moi.
Mode doux, donc là c'est le côté doux pour les yeux, donc c'est côté hop ici, s'il veut bien. Le côté lumière bleue, vous pouvez le choisir de l'activer de façon manuelle ou non, donc du coucher au lever, voilà. Vous avez cette possibilité là. Hop, on va le désactiver, on peut aussi le personnaliser, voilà. On peut choisir les heures. Ensuite, le mode standard, le mode d'affichage, on peut avoir standard, photo ou dynamique. Le photo semble assez, on en parlera, mais il semble un petit peu généreux avec les couleurs. Le mode dynamique aussi. Le standard sera plus neutre. Et le mode adaptatif permettra, selon les situations, de s'adapter tout simplement à ce qu'il faut. Ensuite, température de couleur. Donc là, on peut choisir à part aussi la température. Il y a, alors, ça par exemple, il y a quelques défauts de traduction qu'il peut y avoir sur la ROM. C'est pas parfait, donc ça va être des choses qui vont être à remonter, que ce soit moi ou que ce soit la communauté, pour avoir une meilleure traduction. Étant donné qu'on n'est plus en France, on n'a plus le, ça ne règle plus forcément ces problèmes de traduction. Donc c'est le Always On Display qui traduit littéralement, ce qui fait qu'on a des petits soucis. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir 4 affichages différents, simples, romain. Voilà, il y a deux versions simples, un romain et par défaut, où ça va être le plus simpliste. Sinon, vous avez quelque chose d'un petit peu plus sympathique, un petit peu plus design. Alors après, je vous avoue que avec les thèmes, je ne sais pas si on peut en télécharger plus, mais en tout cas, c'est sympathique. Vous avez le système soulevé pour se réveiller, donc vraiment là pour le coup, ça veut dire vraiment dès qu'on va le réveiller, hop. Et en plus de ça, on a la reconnaissance faciale, donc c'est la chose assez sympathique. Ensuite, son et vibration, il n'y a pas de choses particulières. Alors, chose qui est intéressante, et on voit que je vais bientôt aller me coucher puisqu'il est 2h40 et que j'ai quasiment plus de batterie. Chose intéressante, c'est que en fait, il n'y a plus de lien du tout avec le côté hi-fi. C'est-à-dire que si on va dans son, sur un Meizu Pro 6 Plus, on va voir le côté hi-fi qui va être mis en avant. Pour le gain automatique, etc., on peut faire quelques petites choses. Ici, ce n'est plus du tout mis en avant. Par contre, on va avoir un côté un peu plus sympathique qu'il faudra regarder dans la partie musique que je vous montrerai pour l'égaliseur qui est très très bon en plus de ça. On a un système de thème, on a carrément, donc là pour l'instant, voilà, on a un truc assez basique. Pour moi, on avait, est-ce que je me serais gouré? Mais on n'a peut-être pas accès au magasin. Ah si, on a le magasin de thème via l'application. Donc ce qui fait que vous pouvez choisir spécialement pour Flyme 7, voilà. Donc vous avez possibilité d'avoir plein de thèmes différents, mais par contre il faut aller dans le truc. Alors ça c'est dommage par exemple de ne pas avoir le côté thème et d'accéder en fait directement au magasin de thème en allant ici aussi. Bon après ça fait un peu redondant, mais ça permet de choisir selon les gens. Navigation et multitâche, ça c'est une chose très intéressante. Puisqu'on va toucher un truc très intéressant, on va avoir une barre, par défaut en fait on va avoir la barre de notification, enfin barre de navigation Android classique. On peut avoir, tiens, hop, je pense tester un truc. Non, ça ne veut pas. Non. Et en fait, vous avez la navigation par geste, en fait, où, hop, ici, vous allez pouvoir, donc, hop, non. En fait, si vous faites un petit truc comme ça, si vous allez vers le haut, hop, vous allez le multitâche. Donc, ce qui fait que vous avez ce système de possibilités. Donc, voilà. Et on a le retour qui est normalement sur le côté. Alors, si on fait comme ça, voilà, le retour. Ici, le menu. Bon, voilà. Ceux qui aiment bien le côté vraiment geste pur et ne plus rien avoir à l'écran, vous avez cette possibilité, même si moi, personnellement, je n'aime pas. Moi, mon préféré, c'est celui que utilise Meizu et qui a toujours utilisé Meizu. C'est le M-Back. C'est-à-dire que ça va reprendre ce qu'il y avait sur les anciens Meizu. Donc, c'est-à-dire que... il faut que j'arrête de dire c'est-à-dire. En fait, vous avez le système un peu 3D Touch comme Apple, sauf que là, il est vraiment limité au minimum sur les versions globales. Et donc, si j'appuie fort, en fait, je vais pouvoir retourner comme si j'appuyais sur un bouton. Si je fais juste légèrement, en fait, en l'effleurant, ça va faire un bouton retour. Si je vais vers le haut, j'ai le multitâche. Et alors, le truc qui est sympathique, c'est que vous pouvez choisir, comme Google, en fait, d'aller sur d'autres applications. Et vous pouvez même aller, hop, faire ça. Donc, ce qui fait que ça prend vraiment le côté geste Android qui est proposé sur Android 9. Donc, pour ceux qui veulent les gestes, eh bien, vous serez comblés parce qu'en plus de ça, vous avez deux types de navigation et une qui est proche de Google et je la trouve même mieux que Google. Elle est un peu mieux pensée et je la trouve plus efficace. Et en plus de ça, on a les mêmes fonctions. Pour le multitâche, le plus gros problème, c'est surtout ça en fait. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, alors, on va aller chercher une application un peu, tout le monde s'en fout. Celle-ci, par exemple, je peux pas la mettre en multitâche. Celle-ci non plus. Alors que normalement, ça devrait être le cas. Celle-ci non plus. Ok, je peux rien... Ah oui, non, c'est parce que j'ai déjà ouvert du multitâche. Alors, attendez, il faut que je refasse. Donc, par exemple, je veux faire du multitâche. Je choisis ici. En fait, il faut que je descende, que je fasse ça et que je choisisse l'autre application.
Sur un autre Android, si vous sortez comme ceci, vous avez la première application qui remonte et la deuxième qui disparaît, vous pouvez en choisir une autre. Sauf que là, si je fais ça, alors là, soit ça revient, si vous appuyez sur l'application, une des deux applications, ça va revenir sur ce système-là. Sinon, en fait, par exemple, si je sors Google Photos, ça va sortir juste Google Photos. Ça va pas revenir ici. Et c'est un gros souci, comme vous pouvez voir, en fait, l'application multitâche est ici. Donc, c'est beaucoup moins bien fait que ce que propose Android et ce serait un système vraiment à revoir parce que là, c'est vraiment un gros manque pour Android, pour le coup, qui est très sympathique de ce point de vue-là. Vous avez ensuite, oui, on avait vu ça. Vous avez ensuite, alors, la gestion des notifications, donc vous pouvez choisir tout ce qu'il y a. Ce qui est bien, contrairement à ColorOS, c'est que vous avez bien les icônes de notification en haut. Et comme vous n'avez pas d'encoche, vous pouvez en afficher plein. Vous voyez, j'en ai plein, rien que la vitesse de réseau, pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc on peut l'afficher ici, barre détail merci, afficher le pourcentage de batterie, accès à la barre de notification sur l'écran de verrouillage, quand on reçoit une notification que l'écran s'allume, vous avez aussi cette possibilité, et afficher le contenu des notifications sur l'écran de verrouillage, alors par exemple, ça, voilà, écran verrouillé, il faut bien regarder, musique de l'écran de verrouillage, donc, voilà, là, je vais y arriver, c'est pas parfait, voilà, comme je disais en termes de traduction. Ensuite, vous avez le type de verrouillage de l'écran. Donc là, vous pouvez choisir, donc, mot de passe, hein. On peut choisir glisser. On peut choisir de glisser, sinon les mots de passe. Mais par défaut, je crois que c'est que les mots de passe qui est possible quand on veut enregistrer un lecteur d'empreintes. Donc le lecteur d'empreintes, lui, on va pouvoir choisir. On peut mettre jusqu'à 4 doigts. En tout cas, j'ai pu en mettre 4. Donc c'est-à-dire l'index et le pouce pour les deux. Vous avez là plusieurs types, en fait. Vous avez un coffre, etc. pour les applications, pour les photos. Vous avez aussi la reconnaissance faciale, donc reconnaissance faciale tout simplement. Vous avez aussi la possibilité d'avoir juste en fait de rester sur l'écran de verrouillage ou non. Donc ça voilà, c'est truc tout con, mais on peut choisir le fait que ça aille directement sur la page, la menu ou juste déverrouiller pour voir les notifications par exemple. Donc on a un mode coffre, un mode de confiance, un mode invité pour ceux qui ont des enfants et qui veulent juste mettre quelques jeux. Donc accès aux notifications, donc il y a quelques petites sécurités ici, bon, quelque chose de classique. Alors, il y a un truc Alors, attention à ne pas faire ça. Le App Pin, en gros, ça permet d'avoir toujours une application qui est présente à l'écran et qui est un peu chiante pour ressortir. Il faut maintenant enfoncer le bouton retour pour détacher. Je comprends absolument pas ce système, parce qu'en gros, ça vous met une application en avant et vous pouvez pas revenir en arrière, vous pouvez pas choisir d'aller sur d'autres apps. C'est en gros la bloquer jusqu'à ce que vous appuyez longtemps sur le bouton retour. Vous avez un petit truc qui est quand même sympathique et qui est repris par les plus grands pour le coup. C'est le système de SOS. En gros, vous allez pouvoir mettre 5 contacts. Donc 5 contacts pour envoyer un SMS s'il y a besoin en cliquant 5 fois. Donc voilà. Donc un SMS d'emplacement sera automatiquement envoyé à tous les contacts d'urgence en 8 secondes et sera renvoyé toutes les 5 minutes. Donc pour en dire, hein, là pour le coup, si vraiment vous êtes dans la merde, eh bien vous appuyez 5 fois et hop. Si vous avez plus de main, malheureusement, je ne pourrai rien faire pour vous. La gestion d'applications, c'est ici, toutes les applications, les autorisations. On peut les gérer ici. Alors, ah oui, alors ça c'est autre chose, on y reviendra, mais ça c'est marrant que ça nous fasse ça. Le verrouillage d'applications. Donc en gros là, ça va être... D'accord, ça va être en gros d'avoir des applications, vous mettez un mot de passe. Et donc ce qui fait qu'on ne pourra pas les ouvrir sans le mot de passe. Cloneur d'applications, donc tout simplement les cloner, c'est de pouvoir justement avoir deux applications différentes et pour la même application, donc deux Telegram, deux Slack, deux trucs, tout ce que vous voulez pour avoir deux comptes différents et les gérer indépendamment. Et les par défaut, donc là c'est beaucoup plus simple, hein, c'est qu'est-ce que vous voulez comme par défaut, voilà, comme app par défaut quand vous ouvrez Maps, ce genre de choses, hein, que vous voulez ouvrir un type Maps. Batterie. Donc là, on a quelque chose qui est sympathique et qui est très différent de ce que fait Android habituellement. En fait, on a un détail sur 12 heures. Alors avant, on pouvait choisir 3, 6, 12 ou 24 heures. Et ce qui fait que ça nous permet de montrer l'autonomie. Sauf qu'en gros, si je veux avoir mon autonomie, ce que je fais en général de toute façon, c'est en moins de 12 heures. Il faut que j'attende, par exemple, que ici, je sois bien à 100 et que je ne l'ai pas utilisé pour avoir le bon truc d'écran. Donc là, par exemple, vous voyez, il me reste 4%. J'ai fait un peu moins de 5 heures sur toute la journée d'aujourd'hui. Et sachant qu'il me manque 10%. Donc 10% et 5 heures, il me reste encore 5%. C'est sympathique. Sachant que l'Always On Display a bouffé 13% de batterie.
chose qui est intéressante à savoir, c'est bien fait, sachant qu'on peut avoir juste quelque chose de plus simple. Donc en ayant juste ça, si je désactive l'utilisation de l'alimentation. Donc c'est pas très précis aussi, là on peut le voir, ça a été un peu amélioré, mais c'est pas encore, pas encore ça. On a le mode de performance ou quoi, alors après c'est pas très très différent en termes d'utilisation, donc c'est pas utile de mettre en mode performance. On a un mode faible consommation qui va limiter beaucoup de choses pour que justement ça puisse tenir plus longtemps, et le mode super économie d'énergie qui va vous permettre d'avoir quelque chose de très simplifié pour justement avoir un maximum d'autonomie. Voilà, ici, accessibilité, ici, vous n'avez pas de choses très intéressantes. Donc, activation par geste, donc là, vous avez un petit bouton que vous pouvez faire pour faire des petites choses. Il y a un mode jeu pour ne pas être dérangé et pour avoir toujours la même luminosité. C'est con, mais c'est intéressant. Assistant argent de la chance, alors ça, c'est un truc qui, typiquement, en fait, c'est fait, on peut le désactiver d'ailleurs, c'est fait pour WeChat, et spécifiquement, et c'est beaucoup plus fait pour la ROM chinoise. Le mode recherché, en fait, je vais vous montrer ça après, mais vous avez des petites suggestions, en fait, c'est ça, tout ça, voilà, ça le montre. Donc ça permet des applications que vous utilisez souvent, une petite actualité, alors c'est dommage que ce soit pas plus grand ce truc-là, parce que ça nous propose des actualités régulières, dans notre langue en plus de ça, mais c'est pas super précis, enfin c'est dommage, c'est pas plus développé que ça. On peut choisir de l'éteindre et de l'allumer quand on veut. En fait, par exemple pour la nuit, pour l'économiser, ce genre de choses. Vous avez la possibilité d'une couverture intelligente, donc voilà. Rejet de la paume, donc éviter de déverrouiller par hasard lorsque c'est dans la poche. Pré-lancement d'application, donc ça c'est un truc, il va deviner quelle application vous allez lancer. On peut réétalonner si on veut le capteur de proximité et le capteur d'accélération et de gyroscope. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour ceux qui ont quelques petits soucis de ce point de vue-là. Compte et synchronisation, bon là, pas plus simple que ça. Langue et heure, voilà, vous avez bien la France. Vous avez divers, tout ce qui est langue, voilà. Le stockage, j'ai dit tout en bas. On peut voir que j'ai quasiment plus de mémoire. Il me reste, je sais même pas ce qu'il me reste en fait. Il est blindé. J'ai plus de stockage. Il me reste 2 gigas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Après, il n'y a rien d'autre. On peut sauvegarder et restauration, sauvegarde Google et restauration, réinitialisation des données, connexion au PC, et on peut choisir par défaut ce que ça va faire. Mise à jour du système, ici, comme je vous ai dit, en fait, ça va être là où vous allez avoir les mises à jour. Donc après, sinon, vous avez directement le site, vous mettez firmware Flyme, vous aurez les mises à jour. Tout ce qui est Google, voilà, après, bon. Voilà. On a fait déjà le tour des paramètres. Ensuite, on a fait beaucoup de choses déjà. On a la sécurité, en fait, ça va regrouper un peu, justement, ça va nettoyer. On a la partie batterie, la partie autorisation, l'antivirus si besoin, la liste de blocage. Ça nous dit si on a des applications qui sont plus ou moins utilisées, les images qui sont similaires, cloner, applications, etc. On peut aller aussi ici. La recherche du téléphone si on veut, voilà. Le système de fichiers, donc là, hop, c'est plus simple s'il démarre normalement, comme quoi la RAM est bien gérée. Ici, donc, avec le stockage qui reste, si on veut le nettoyer, tout ce qui est référencé en termes d'applications, etc. Bon, voilà, ça c'est classique. Les trucs récents qui ont été faits, vidéos, etc. Ensuite, l'appareil photo, on y reviendra tout à l'heure. Ici, après, j'ai la partie musique. Alors, partie musique qui est sympathique, puisque alors, on peut choisir d'afficher soit par artiste, soit par album, soit par chanson, soit par dossier. Pour ceux qui aiment bien les dossiers, j'en connais, eh bien, vous avez cette possibilité. Vous avez, donc, on peut avoir les paroles si on veut. Vous avez une chose qui est sympathique, c'est ça en fait, Square Sound, qui va permettre, en gros, c'est un égaliseur qui est intelligent et il est efficace puisque, alors, on a original, on va avoir des basses qui vont être un peu, alors, par exemple, voilà, un petit peu ce genre de petits soucis à régler en termes de traduction. Ensuite, en fait, donc vous avez un effet sonore 3D, bon, pas forcément très utile. Voix pure, primitif mais naturel, ça va mettre un peu plus en avant les voix. Musique live qui, je trouve, est assez bien fait. En fait, on a un côté un peu concert qui est assez bien géré et qui reste assez naturel. Et basse, en fait, ça met tout simplement plus de basse en avant, mais ça reste correct. L'égaliseur, on va avoir quelque chose en fait qui est en up 10 bandes, donc c'est plutôt bien pour un Android 10 bandes, et qui va permettre d'avoir un égaliseur qui en plus de ça est de très bonne qualité je trouve, et qui sonne pas du tout artificiel, donc ça c'est agréable, et c'est bien fait. On peut choisir, on peut filtrer les musiques spécifiquement, donc des dossiers, ce genre de choses, pour ne pas les afficher. Je crois que je vais même pas pouvoir finir la partie sur couche. On va faire très rapidement.
On a la calculatrice, bon, mise à jour, on a une application, enregistreur audio, classique, télécharger, outil de migration quand vous avez un nouveau téléphone, une petite boîte à outils avec une lampe de touche, un miroir, une boussole, un niveau, la règle, la loupe, un truc, les jeux de dés aléatoires, pièces, et les décibels, pour savoir si c'est fort ou non. Voilà, par exemple. Navigateur, c'est navigateur basé sur Opera, météo, les notes. Vous avez ensuite, hop, ici, les dernières applications. Donc, un agenda, une horloge, email, l'App Store Meizu, la galerie, qui, elle est assez classique en soi aussi, pour montrer. Vidéo, donc voilà, un petit lecteur vidéo, paramètres, thème, et Touchpad, qui est le clavier par défaut. Voilà un petit peu, vous avez tout vu. Clairement, c'est une surcouche que j'apprécie parce qu'elle est fluide, elle est agréable. Elle n'est pas parfaite, mais je la trouve très sympathique. En plus de ça, c'est bien géré au niveau du multitâche. Donc c'est quand même agréable. Comme on peut le voir ici, ça, c'est vraiment bon. Il est très fluide aussi. C'est quelque chose qui est très agréable aussi, forcément. Que dire de plus après? Clairement, oui, j'aime beaucoup cette surcouche parce qu'elle est jolie à regarder et qu'en plus de ça, elle est bien optimisée globalement. Il y a des petites choses à retoucher généralement, mais c'est sympathique comme surcouche. En tout cas, j'apprécie beaucoup personnellement. Après, c'est des choix et c'est pas... En fait, le truc, c'est que ça reste quand même beaucoup plus agréable que ce que propose Oppo. Ça se rapproche beaucoup plus de ce que propose Android, mais à la sauce Meizu. Et personnellement, j'aime bien cette formule-là. On va parler rapidement du lecteur d'empreintes et les problèmes qu'il peut y avoir par rapport à ça. Parce qu'en soi, il est plutôt fonctionnel, comme vous pouvez voir. Il est assez rapide. Hop, et vous pouvez voir que je regarde caméra café. Et ce qui fait que, donc, ça peut engranger quelques problèmes. En effet, on est sur un lecteur optique. C'est-à-dire qu'en gros, ça va, hop, ici, quand j'appuie, vous voyez, ça s'illumine. Parce qu'en gros, ça va faire un peu comme un flash pour que le capteur photo qui a derrière l'écran puisse voir, capturer l'image et la comparer avec sa base de données. Le souci qu'il peut y avoir, c'est si vous avez les doigts un peu trop humides, et quand je dis un peu trop, c'est très rapide, dès qu'elles sont un peu humides, un peu sales, si l'écran est sale, l'appareil peut ne plus comprendre ce qu'il voit. Donc ça va être le plus gros souci du lecteur d'empreintes, et ce ne sera pas lié qu'au Meizu 16, mais aussi au OnePlus et Mate 20 Pro. C'est le plus gros souci qu'il y a à l'heure actuelle. On est sur les premières générations, enfin même peut-être deuxième génération d'ailleurs, pour les lecteurs d'empreintes sous l'écran, et ce qui fait que malheureusement, c'est pas encore totalement au point comparé à ce qu'on peut trouver tout simplement dans les lecteurs classiques. Donc ce qui fait que il est plutôt pratique, il est au bon endroit, clairement, il a été très bien placé. Mais le souci, c'est que voilà, le souci c'est qu'il peut mal repérer votre doigt parce que c'est un peu sale. Un peu trop humide ou ce genre de choses qui peuvent perturber la captation de votre doigt. Voilà, c'est la petite chose que je voulais mettre aussi en avant par rapport à cette surcouche, c'est que on a quand même ce lecteur d'empreintes qui marche bien, comme vous pouvez le voir. Donc le souci, c'est surtout qu'il est un peu moins réactif que ce que propose d'habitude un lecteur d'empreintes classique qui peut être très réactif, mais c'est surtout qu'il peut y avoir des ratés. Bon là, comme vous pouvez voir, j'enchaîne très très bien. Vous voyez, on ne peut pas faire comme un Huawei où on peut faire très rapidement, il faut vraiment laisser jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé. Voilà un petit peu, maintenant on passe à l'écran. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6 pouces, donc Full HD AMOLED, avec des coins arrondis comme on peut le voir. Et donc, ce qui fait qu'on va avoir plusieurs modes. Donc, si on va dans l'affichage, on va pouvoir choisir entre, hop, ici, donc mode dynamique où ça va être très... pour le coup très saturé, mode photo, standard ou adaptatif. Le mieux étant le standard, parce que les couleurs vont être le plus neutre pour le coup. Mais au niveau de l'écran, alors je trouve que c'est un très très bel écran, on a vraiment de très belles couleurs. Et j'ai vu un test tout à l'heure pour le coup, donc avec le test express ça va ajouter une petite chose. C'est qu'en gros, on ne sera jamais inférieur à 4. Donc 4 c'est plutôt bien. Après, la plupart des hauts de gamme sont en dessous de 4. 4 ça reste quand même plutôt bon, mais on s'éloigne un peu de la réalité des couleurs. Globalement, personnellement, je trouve pas qu'on est trop éloigné des couleurs. Je trouve justement que les couleurs sont assez justes. Donc, j'ai pas vraiment à plaindre par rapport à ça. Je trouve que c'est très correct. Au niveau de la luminosité, au minimum et au maximum, on est sur quelque chose qui est très bien. Donc là, on le voit à peine. Et au maximum, on va avoir quelque chose de très lumineux. Donc, pas de souci que ce soit en plein soleil ou très tard le soir. Vous n'aurez pas vous n'allez pas être gêné par la luminosité, que ce soit en plein soleil ou tardivement le soir. On peut gérer aussi la température de couleur. On peut voir qu'on peut beaucoup la régler puisque là on est carrément sur du bien bleu. Globalement apparemment on est aux alentours des 7200 à 7300K. Mais après on peut les gérer ici.
Alors après, je pense qu'on peut aller sur quelque chose d'un petit peu plus chaud. Si on va hop ici, je pense qu'à quelque chose comme ça, on doit être beaucoup plus proche de la réalité. Parce que ça pas, je sais pas si ça a été géré. Ça a été fait dans le test que j'avais vu. Voilà un petit peu pour cela. Et dernière chose que je voulais montrer, c'est qu'on a un petit mode pour les yeux, donc pour justement gérer tout simplement tard le soir. C'est quand même sympa d'avoir ceci pour éviter de de sneaker le sommeil un maximum. Il est bien géré puisque comme vous pouvez voir au maximum, il va descendre plus vers un côté rougeâtre, un côté orange, plus qu'un côté jaune pisse qu'on peut voir chez Honor ou Huawei. Un écran en tout cas qui est vraiment très bon, on est sur de la l'AMOLED de très bonne qualité, c'est un écran que j'apprécie beaucoup en tout cas au quotidien. En mode standard en tout cas, je le trouve vraiment joli, l'écran au quotidien. Et après, même en mode vif, je trouve que c'est un vif mais qui est pas trop saturé. C'est un peu comme un Samsung et ce qui fait que ça donne un côté forcément très coloré, très saturé, très agréable à l'œil. Mais après, chacun mettra ce qu'il veut. Pour la partie audio, on a un jack qui est présent et on a droit, donc en fait on utilise le DAC du Snapdragon 845 avec un amplificateur de chez Cirrus Logic, le CS 435 L41 qui est pour le coup qui est très bon. Pour commencer directement avec le jack et après on parlera des haut-parleurs, on est sur quelque chose qui est juste excellent. J'avais l'habitude d'avoir notamment du côté de Meizu, le Meizu Pro 6 Plus qui avait un DAC de chez Sabre avec un amplificateur de chez Texas Instruments. Et là, en fait, j'avais peur d'avoir une qualité moins bonne. Clairement, on est toujours sur le très haut du panier. Alors après, il faudrait voir face à Vivo, mais il a un son qui est juste excellent, qui est bien mieux que le Pro 6 Plus. On va avoir un son qui est un peu plus net, un peu plus clair, plus naturel. En fait, ça va jouer sur vraiment des petites choses qu'on va pas forcément ressentir, mais ça m'a vraiment frappé quand même. C'est-à-dire clairement, je le ressens à l'utilisation. On va avoir quelque chose d'un peu plus détaillé et le son semble plus propre, plus nettoyé, plus précis. Il y a quelque chose de vraiment plus agréable dans le son. On sent quand même une différence. Il peut alimenter des gros casques en plus de ça, ce qui fait que clairement, le jack ne sera pas... pour ceux qui ont des gros casques, vous ne serez pas déçus. Vous pourrez les alimenter sans problème. D'ailleurs, dans les choses qui ont disparu dans la partie surcouche, c'est la partie ici. On n'a plus rien pour gérer le gain. Par exemple, si on arrive sur un baladeur externe, on n'a même plus ça. Donc, c'est quelque chose qui a disparu. Mais c'est un choix en soi. Après, vous avez juste à mettre le son maximum, ça revient à la même chose. Mais clairement, ce Meizu 16 en termes de son, rien que déjà au jack, c'est juste une tuerie. C'est clairement, il est neutre, il est très agréable, il va gérer la large fréquence, il est vraiment précis. Il est plus aérien aussi que le Meizu, donc on va avoir un côté un peu plus ouvert aussi au niveau du son, un peu plus ouvert et ça c'est aussi agréable, c'est quelque chose qu'on ressent aussi. Donc clairement le son de ce Meizu en jack est juste extra et c'est le meilleur smartphone à l'heure actuelle que j'ai eu en main, à défaut de ne pas avoir eu les Vivo. Pour la partie haut-parleur, on est sur un double haut-parleur vraiment très sympa puisque je m'attendais pas du tout à cette qualité non plus. Vous le savez, au général, on a ce haut-parleur ici classique qui va faire les basses et les médiums, et ici les médiums et les aigus. Ici, c'est très bien fait. Alors, on va pas le faire sur ça, on va le faire sur quelque chose d'un petit peu plus gentil. Et je trouve que cette musique est assez sympa. Alors, on va augmenter le son. C'est vraiment très propre. On va aller un peu plus loin. On a un son qui est puissant. Donc on ressent quand même quelque chose de très précis en termes de son. On a un son qui est puissant avec des belles basses. Ce qui est très bien fait sur ce double haut-parleur, et je vais vous montrer, c'est qu'en fait, il y a une orientation pas sur les aigus, mais sur les hauts médiums, qui vont être globalement les voix, notamment les voix un peu énergiques, et ce qui va permettre d'avoir quelque chose de vraiment naturel, et vraiment agréable pour le coup, pour l'utilisation. On va utiliser ça. Voilà, on peut entendre qu'il est quand même bien puissant ce petit haut-parleur, assez discret. On peut sentir une très grosse différence en termes de son.
fait que clairement, à l'utilisation, ça se ressent. On ressent vraiment l'intérêt du double parleur, l'intérêt de ça. Pour 450 euros, c'est quand même assez rare d'avoir un bon double parleur. Clairement, alors, je sais plus exactement le son du Note 9 ou du Pixel 3, mais c'est pas très loin derrière. Il se défend vraiment, vraiment bien. On est vraiment sur un son de vraiment de très bonne qualité, donc très, très agréable. Alors, ce qui fait que clairement, en termes de son, vous ne serez pas déçu, que ce soit en jack pour les audiophiles, vous allez avoir un son de vraiment de très très bonne qualité, même s'ils ont très peu communiqué d'ailleurs là-dessus. Le son est toujours quelque chose qui est... il y a une grosse attention sur le son de la part de Meizu. Et en plus de ça, donc, le haut-parleur qui est vraiment excellent, le double parleur, donc très très agréable. Pour la partie photo, c'est une très très bonne surprise de ce test. J'avais déjà entendu parler du Meizu 16e comme quoi il était très bon en photo, et clairement ça va se vérifier. Je vous conseille l'album qu'il y a en description pour voir toutes les photos que j'ai faites, parce que je pourrais pas tout vous montrer, et parce que ça montre vraiment tout ce qui est possible de faire avec un téléphone à 450 euros. Alors il y a beaucoup de concurrents sur le marché, et ça qui est bien, c'est que même s'il sort maintenant, face à un S9, il va très très bien se défendre, beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu croire. Il est équipé donc d'un double capteur, un IMX350, donc en ouverture 1.8 de 12 mégapixels, et un deuxième capteur de 20 mégapixels, qui est l'IMX380, qui va servir pour le zoom x2 ou pour le mode portrait. Ce qui fait qu'en termes de photos, alors déjà en termes d'application, on est toujours sur une application Meizu qui a assez peu changé, mais par contre, ce qui est bien, une petite évolution, et ça a l'air bête comme ça, et surtout que beaucoup de constructeurs le font depuis longtemps, mais la HDR est enfin automatique. C'est tout con, mais Meizu le mettait toujours en mode manuel, et bon, c'est un peu dommage. On a un mode vidéo qui est en 4K 30 fps ou 1080p 30 fps, pas du tout de 60 fps, ce qui est dommage. On a un zoom, mais un zoom seulement numérique, donc ce qui fait que vous n'aurez pas de zoom optique et vous ne pourrez pas passer sur donc le vrai x2, donc c'est juste un x2 logiciel. Donc attention à ça. Vous avez quelques modes, vous avez notamment le mode pro, un mode pro qui est vraiment très bien, et en plus de ça, on a un petit mode ici qui est mode 20 mégapixels, en gros on va pouvoir choisir sur quel capteur on veut jouer, sachant que le deuxième capteur, 20 mégapixels, n'ouvre pas en 1.8, mais en ouverture 2.6, ce qui est assez une assez petite ouverture en fait, et en fait ce sera surtout utile quand il y a les beaux jours. Actuellement en hiver, je vous avoue que c'est pas très très utilisable. Mais en plus de ça, le mode pro il est présent, mais un peu comme Samsung, il va pas être très utile, et je vais vous expliquer pourquoi quand je vais vous montrer les photos. Mais en gros, vous allez pouvoir jouer sur l'ouverture, où ça peut être de 1 5 millième à 20 secondes. Vous avez l'ISO qui peut passer à 3200. Vous avez bien sûr, on peut régler donc le focus, c'est normal. Et la partie blanc, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a juste quelques enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus basique. C'est dommage, on peut pas choisir le côté, la température que l'on veut. La petite chose aussi qui est sympa avant qu'on commence, il y a plein de petits filtres. Et vous avez un filtre qui est intéressant. Vous avez original, rose, cerise, bon, des trucs comme ça. Et vous avez un mode naturel qui va rendre un peu les couleurs différentes. Donc après, ce sera assez subjectif. Je préfère les couleurs que propose Meizu dans ses photos. Mais le mode naturel est aussi assez sympathique. Mais j'ai l'impression qu'il force un peu plus le contraste. Et un petit peu plus les couleurs. Il y a un autre mode qui est très très bien fait. C'est le mode noir et blanc qui est tout au bout. Je fais 2-3 photos avec, et les photos sont très réussies en noir et blanc. Clairement, le filtre noir et blanc est très bien fait. Avant qu'on démarre vraiment dans la photo, il y a une chose à savoir aussi, c'est que, en fait, ils ont fait un partenariat avec Arcsoft, qui est partenaire avec pas mal de Chinois pour la partie photo. Et clairement, ce partenariat, en tout cas chez Meizu, a très bien fonctionné, parce qu'on a des photos qui sont très très réussies. On a le mode portrait ici. Alors soit en fait, on peut choisir à faire un zoom x2, et donc il va améliorer, enfin il va passer sur le deuxième capteur si besoin, s'il peut, et si voilà, si les conditions le permettent, il passera sur l'autre zoom, sinon il restera sur le capteur principal. Le mode portrait, voilà, qui est présent, voilà, directement sur le zoom x2, et qui lui utilisera forcément le deuxième capteur. Voilà un petit peu. Maintenant passons aux photos. Les photos, on est sur un appareil donc 12 mégapixels qui clairement on a, alors apparemment ce serait le même que celui du P20. Et clairement, les photos sont vraiment très très belles. Encore une fois, je vous conseille de regarder l'album pour voir les photos que j'ai fait. Mais il fait des très très belles photos. C'est vraiment vraiment impressionnant pour le prix auquel il est vendu. Attention. Mais clairement, il se défend vraiment parce que
il a des très belles couleurs, il est très détaillé. C'est une chose qui est vraiment sympa, c'est qu'il est vraiment très détaillé et on a un lissage qui est très bien géré. Le lissage, c'est le truc qui peut le plus tuer les smartphones en termes de photos, en termes de détails. Et c'est ce que je reproche notamment aux Huawei qui ont tendance à aimer beaucoup le lissage. Et malheureusement, derrière, ça va beaucoup impacter le détail. Alors que là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne gestion entre le lissage et les détails, en fait. Et le lissage est vraiment intelligent et il fait vraiment ce qu'il faut. Ce qui fait qu'on va voir des photos qui sont vraiment nettes, qui sont détaillées, qui ont de belles couleurs, parce qu'on a une reconnaissance d'IA qu'on peut désactiver. Et même avec le mode pro, clairement, je n'ai pas réussi à faire mieux. C'est pour vous dire que les peu de tests que j'ai fait, j'ai pas réussi à faire mieux. Le mode portrait aussi est vraiment bon, puisque pareil, on va avoir des couleurs, alors forcément qui vont être un peu plus flashy, mais normalement vous avez une photo d'un burger. Si vous avez faim, j'espère que vous regardez pas trop tard pour aller bouffer un petit Burger King. Mais sinon en fait, les couleurs sont très belles en fait. Les couleurs, et c'est super détaillé, c'est bien lumineux. Enfin, la photo est juste très belle. Et ce que j'aime bien surtout, c'est que le flou d'arrière-plan, là où le Pro 7 avait un très beau flou d'arrière-plan, mais qui le forçait à mort, ici il est beaucoup plus léger en fait, et donne un côté beaucoup plus naturel, et un côté beaucoup plus doux au fond en fait, sur le côté arrière-plan, le côté flou d'arrière-plan, parce que ça va être là où le Pro 7 c'était juste super flou. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté un petit peu plus ça va être derrière, plus ça va être flou, et c'est vachement mieux géré que le Pro 7, et c'est très très bien géré. J'en ai fait beaucoup des petites photos de ce type et on peut voir toujours que c'est vraiment détaillé. Et c'est quelque chose qui frappe parce que c'est vrai que à 450 € sur un smartphone autre que le S9 qui a énormément décoté, c'est difficile à trouver en fait d'avoir un smartphone très détaillé en photo. Et lui, c'est le cas. Et par exemple, pareil, une photo de nuit. J'ai comparé avec le S9 et j'ai comparé avec le Pixel 3 avec et sans mode nuit. Et clairement, en fait, donc c'est derrière mon bâtiment, c'est la photo que vous avez sur à peu près tous les smartphones. Ce qui est très frappant, c'est la qualité de finesse, vraiment, de tous les détails qu'il va récupérer. Il fait mieux qu'un Pixel 3 en mode normal, et il fait à peu près aussi bien, voire un petit peu mieux que le Note 9 de Sony. Donc là, j'étais sur le cul pour le coup, sachant que c'est très peu éclairé. L'appareil ressort quelque chose de plus éclairé que la normale. C'est très peu éclairé, c'est vraiment impressionnant. Seul le Pixel 3 en mode nuit va réussir à faire mieux. J'ai fait plusieurs photos aussi, j'ai fait des photos dans Saint-Quentin, donc avec des grands bâtiments, et clairement, la qualité est impressionnante. Il a une excellente plage dynamique, donc il va récupérer beaucoup de détails. Enfin, je sais pas ce qui a été fait en termes logiciels sur ce Meizu, mais les photos sont vraiment impressionnantes. Je saurais même pas dire parce que les couleurs sont plutôt proches du réel, proches de ce que j'ai vu vraiment, mais il y a quelque chose dans la photo qui la rend vraiment très belle. Il y a un traitement particulier, et en plus de ça, elle est détaillée. J'aime beaucoup le traitement de ce Meizu. Et alors, même si j'adore le Meizu, vous l'aurez déjà compris avec le test express, puisque je l'ai déjà sorti, je suis en train de finir ce test. Le Meizu m'a vraiment étonné et je m'éclate autant que le Pixel 3 ou le Note 9. Ce qui fait que c'est quand même... je m'attendais pas à m'éclater autant avec ce Meizu. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai le Dixon One qui est là en arrière au cas où, mais clairement, avec ce Meizu, comme le Pixel 3 et comme le Note 9, je ne ressens pas le besoin de le sortir parce que les photos sont assez belles et assez détaillées pour me plaire. J'ai l'impression que l'algorithme est très proche de celui que propose Google avec ce système de prendre énormément de photos à la suite pour pouvoir les combiner et avoir un maximum de détails. Parce que clairement, on est sur des photos qui sont très détaillées avec une excellente plage dynamique comme ce que propose le Pixel 3. Il n'y a que les lumières en soi, les lampes ont tendance à être un peu trop présentes. Mais globalement, le reste est très bien géré. On a une excellente dynamique qu'on n'a pas forcément partout. Donc en photo, il m'a juste, clairement, il m'a surpris. C'est vraiment le mot, il m'a surpris. Le deuxième capteur, forcément, il a une ouverture 2.6, donc c'est plus compliqué, mais on peut faire vraiment de très très belles photos. Et pourtant, en plus de ça, j'avais pas le meilleur temps pour pouvoir tester l'appareil photo. On arrive sur l'automne et il a rarement fait beau, et pour autant, j'ai fait de très belles photos avec. Et de nuit, en plus de ça, de nuit, il récupère beaucoup de détails, il a quelque chose vraiment pas mal. Donc même de nuit, il se défend bien en fait. Si vous voyez toutes les photos, vous devrez être assez surpris. Je suis très très content de cet appareil encore une fois. Là où il y a quand même le petit souci, parce qu'il y a quand même un bémol, c'est sur la vidéo. Donc on ne peut pas faire de 4K 60 fps d'une part, et deuxième part, on est sur donc le 12 mégapixels qui est stabilisé. Et le problème, c'est que la stabilisation n'est pas très bonne. Alors avec la mise à jour, ça semble quand même meilleur, mais clairement, si
si vous marchez normalement et que vous avez tendance à être comme moi, à avoir une marche avec un peu trop de... Enfin, c'est pas à coup en fait. Et Nicolas Qatar a eu le même problème. C'est-à-dire que vous le verrez dans la vidéo que je vous montre, mais en fait, vous allez sentir à chaque fois que je vais marcher d'un pas à l'autre, et sur le coup, en fait, vous allez sentir un à-coup sur la vidéo, dès que ça va partir vers la partie droite ou vers la partie gauche, enfin, vers la gauche ou vers la droite, bah, vous allez sentir que, bah, en fait, bah, je tourne le smartphone, et que, bah, quand j'appuie sur le pas, donc ça fait une vibration et ça fait un choc, et bah, lui, il n'arrive pas à le gérer, il n'a pas fluidifié le mouvement. Et ça, c'est le côté dommage. Avec la dernière mise à jour, ça semble un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, à voir par la suite. Voilà quand même le bémol, et c'est un peu dommage parce que c'était presque parfait. Pour terminer rapidement sur la partie photo, on a un capteur de 20 mégapixels, un capteur qui est juste très bon aussi. Pareil, il m'a beaucoup étonné, et il me rappelle beaucoup le traitement que propose le Pixel. En effet, sur les photos que j'ai fait en attendant mon train, j'ai essayé plusieurs choses, et clairement on peut voir que j'ai beaucoup de détails. C'est pas aussi bien que le Pixel qui est juste impressionnant là-dessus, et le traitement aussi de profondeur fait presque un peu pour moi, ça fait presque mannequin, c'est l'impression que ça me donnait sur Brandon, mais la gestion est vraiment excellente. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que ça fait comme, en fait, ce smartphone-là m'impressionne parce qu'il arrive à faire des choses que Google est l'un des rares à réussir très très bien. Ici, par exemple, c'est un mode portrait, sachant qu'il n'a un seul capteur photo de 20 mégapixels, et pourtant mes cheveux qui sont comment dire, c'est compliqué mes cheveux, eh bien il les gère très bien, il sait très bien les détourer, et en plus de ça, on a quelque chose qui est détaillé, vraiment, vous regardez les photos directement sur l'album, c'est très détaillé au niveau de mon visage, et on a ce côté vraiment très bien géré, en fait, au niveau des détails, etc. C'est super joli. Une chose assez intéressante qui m'a un peu plus étonné, et que j'avais envie de t'essayer, mais c'est bien plus pour les femmes, c'est le mode beauté. Le mode beauté, en général, c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup lisser les visages. Et c'est assez marrant, mais alors, ça a tendance à me blanchir déjà. Ça me fait un bizarre, parce que c'est clairement pas fait pour un homme. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va gommer très intelligemment les problèmes de peau. Et ce qui fait que j'ai quand même mes petits trous de peau classiques que tout le monde a. Je ne saurais même pas dire comment, mais cette espèce un peu de peau d'orange, on va dire, que à peu près tout le monde a. Et pourtant, il va gommer mes petits défauts, mes imperfections, mes petits boutons. Je vous avoue que là, par contre, c'est quelque chose, je ne m'y attendais absolument pas que ce soit aussi bien fait, parce qu'en général, ça a tendance à lisser totalement, et bah, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que vous avez une peau, c'est une poupée. Et là, c'est pas le cas, donc encore une fois, c'est quelque chose qui, logiciellement, est très bien géré et qui m'étonne. Donc, pour les femmes qui aiment bien des selfies, qui veulent les mettre en valeur, et pour autant que ça reste assez naturel, bah, c'est quand même le cas de ce mode beauté qui est particulièrement réussi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi précis pour le coup. On va continuer avec l'autonomie. Donc on a une batterie de 3010 mAh, ce qui n'est pas beaucoup en soi sur un smartphone d'aujourd'hui, puisqu'on est au plus aux alentours des 3300 à 3700 mAh, voire 4000 mAh, mais Meizu était un peu plus radin. Pour autant, encore une fois, je suis très étonné de l'autonomie. En effet, après avoir fait donc divers tests et confirmé, l'autonomie est facilement aux alentours des 7 heures. Ça semble assez improbable quand même, parce que clairement avec 3000 mAh, c'est rare qu'un smartphone fasse 7 heures, et même c'est même compliqué pour un smartphone avec 3300, hashtag OnePlus 6, hashtag OnePlus 5, même le Mi 8, ou aussi le Mi 8 avec les 3400 s'en sortait plutôt bien, mais clairement l'autonomie est vraiment très très bonne. Mon utilisation est toujours la même bien évidemment, est toujours en 4G. En 4G sur une journée, eh bien, j'arrivais facilement à faire, voilà, 6h50, il me restait 20%, sachant que ici, c'était une journée où je l'ai beaucoup utilisé l'appareil, il y a dû y avoir pas mal de YouTube aussi, mais clairement, 6h50, 20% avec du YouTube, et il y avait du Wi-Fi sur la fin, sur une bonne part, enfin, sur un petit quart du temps des 12 heures, mais clairement, c'est très très bon, enfin, je suis assez étonné de l'autonomie, il y a une super gestion des ressources, et ce qui fait que c'est très très agréable au quotidien. Donc clairement, pour ceux qui avaient peur de l'autonomie, vous ne serez absolument pas déçus. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un Snapdragon 845 et donc 6 Go de RAM. On fait un score de 2385 et 8822. Un très bon score en soi, dans la moyenne de ce qu'on a dans les 845 comme d'habitude. Donc pas quelque chose qui va révolutionner de ce point de vue-là. Par contre, les choses un peu plus intéressantes, c'est ça. Le CPU Throttle Test,
qui montre l'utilisation du processeur, voir comment il réagit justement. Ce qui fait qu'on commence avec un max de 287 Go IPS et une moyenne de 188 avec une descente à 177. Ce qui est très intéressant sur ce test, c'est regarder ça. Pour ceux qui me suivent dans mes tests longs et qui regardent la partie benchmark, il doit y avoir quelque chose qui vous étonne pour un Snapdragon 845. C'est qu'il tient extrêmement bien les performances. En effet, il va être à 93% de performance et clairement aucun 845 jusqu'à maintenant ne tenait aussi bien. Le mieux que j'ai dû avoir, c'est 90, voire 87, mais pas 93. Quelque chose d'aussi plat comme ça, c'est vraiment... En général, je l'avais plus sur le Snapdragon 660. Et c'est tout. C'est très très impressionnant de ce point de vue-là. Si on regarde les scores sur GFX Bench, on se retrouve avec 2782 frames et 206 minutes. De très bons scores en soi, puisque si on compare à la concurrence, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu tester, on est dans la très bonne moyenne. Comme on peut voir, on est un peu en dessous d'un iPhone 7. Il faut savoir qu'en gros, on va être face au OnePlus 6 et OnePlus 6T, qui ont tendance à balancer maximum de performance. Un poil moins bien que le Zenfone 5Z, qui lui ne brille quasiment rien. Je sais plus ce qu'il y a comme smartphone qui, en gros, quand on peut le voir, il fait partie, sachant que c'est à 3300, il fait partie des smartphones qui se brident le moins et qui est dans la très bonne moyenne. Donc ça, c'est une très bonne chose. Même le Oppo Find X faisait un poil moins bien, mais globalement, c'est dans les meilleurs et c'est très très bien géré. Comme on peut voir ici, on va aller regarder les performances justement. Il va descendre très vite et se stabiliser en fait à 2800. Mais on peut voir en fait au fur et à mesure du temps. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un dissipateur thermique aussi qui permet justement de mieux gérer la chaleur. Et pour le coup, en fait, je vais en parler en jeu, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'en général, quand vous avez des très bons scores de ce point de vue-là, en général, c'est l'autonomie qui en prend un coup, surtout quand vous avez une petite batterie. Ici, ça reste très étonnant puisqu'on est à 206 minutes quand même. Donc si on compare... Alors, est-ce qu'il y aura peut-être le Zenfone 5Z? Ce serait intéressant, mais je ne crois pas. Voilà, on n'a que le Zenfone 3, mais le Zenfone 5, il n'y est pas. C'est dommage. Mais clairement, par rapport à ce que j'ai testé, en gros, ça mêle le meilleur des deux mondes entre ce que propose, par exemple, le Mi 8 ou le Pixel 3 et 200 minutes, mais c'est limité à 2000 frames. Et le fait d'avoir de grosses performances à 2700-3000, qui, eux, en général, sont plus aux alentours des 100-140 minutes. Donc, il y a une réelle optimisation des performances pour le coup. Et c'est ça qui est très fort pour le coup sur ce Meizu. C'est qu'on a le meilleur des deux mondes, l'autonomie et les performances. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le coup aussi. C'est une excellente question parce que la dissipation thermique, c'est bien. Mais clairement, comment tu arrives à avoir une autonomie aussi excellente avec une aussi petite batterie. Et surtout, l'autonomie avec des performances aussi hautes. C'est là la chose qui m'échappe un petit peu. Et pour le coup, ça voudrait dire vraiment que les développeurs de chez Flyme sont très très bons. Mais je ne l'explique pas autrement. C'est très fort de ce point de vue-là. C'est les seuls dans ce cas-là où c'est aussi dingue en termes de... Enfin voilà, de mêler le meilleur des deux mondes, tout simplement. On se retrouve sur, comme vous pouvez le voir, PUBG. Alors on est en Ultra HDR. Enfin en élevé, pardon, HDR. Donc un maximum en termes... Oui, non, Ultra HDR, pardon. Donc, ce qui fait que, enfin, en tout cas, le maximum qui est disponible en termes de graphisme. Alors, on va aller trouver. Ah, il est là. Il est là. C'est bien lui. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir, parce qu'il faut bien que je commente un petit peu, on peut voir que c'est sacrément fluide, et là, pour le coup, attends, j'ai bien... Le mec doit être dégoûté, je viens de tout lui piquer. Mais le smartphone gère très bien les performances. On a forcément un peu de chaleur qui se met en haut du téléphone, mais c'est très fluide, donc pas de souci. Alors après, forcément, on est aussi sur un Snapdragon 845, ce qui fait que forcément ça joue aussi beaucoup, hein. C'est le plus présent et c'est le plus haut de gamme des processeurs disponibles à l'heure actuelle. Sachant que bon, après il y a le K980, mais ça c'est encore autre chose. Mais clairement on est sur tout simplement un smartphone qui gère très très bien ses performances. Je regarde si je peux trouver un autre ennemi, mais on peut voir, hein, c'est vraiment fluide, c'est très agréable. Pas de soucis particuliers, ce qui est bien c'est qu'il ne se bride pas du tout. Donc,
j'ai pas grand chose à dire en fait par rapport à ça. On va essayer de trouver un petit dernier quand même, ce serait bien. C'est Randonnée Simulator. C'est bien parce que maintenant on va avoir la version 2019 puisqu'on va arriver en 2019. Alors, il n'y a plus personne en fait dans cette zone, ça fait un peu chier, c'est un peu dommage. J'aurais aimé me battre contre un dernier là, histoire que je le mette la pâtée. Mais apparemment, ce n'est pas possible. J'ai bien une touche pour regarder autour de moi. Et il n'y a rien, c'est désert. J'ai pas pris la bonne zone de jeu pour le coup, c'est dommage. Après, la femme est passée à un endroit qui était pas terrible. On va prendre la petite voiture et puis bah, si je trouve rien, on ira à la conclusion tout simplement. Mais au moins ça vous montre une grosse session de jeu. Après forcément, Snowboard 845, vous aurez aussi Fortnite, vous inquiétez pas. Et vous aurez droit bien évidemment au graphisme en élevé, etc. Enfin, je le répète, on est sur un smartphone qui, clairement en termes de performance, il a rien à envier aux autres. Il les gère très bien et c'est assez étonnant d'ailleurs par rapport au Pixel 3 qui les limite à 2000 frames. Là, on n'est pas du tout limité et ce qui fait que, clairement, en plus de ça, il a une autonomie aussi bien, mais avec une autonomie aussi bien avec la même batterie, mais en plus de ça, les performances ne sont pas du tout coupées, donc c'est assez fort de la part de Meizu. C'est une petite leçon à Google parce que l'autonomie de chez Google n'est pas terrible. Un petit peu comme ma conduite. Mais je crois que nous ne verrons pas d'ennemis supplémentaires sur cette partie. Bon, vous l'aurez compris, Snowboard 845, c'est fluide, c'est agréable, il y a pas de, c'est optimisé, tout simplement. Voilà. Et puis en plus de ça, c'est vraiment très léger, il chauffe très peu le téléphone. C'est quelque chose de tout bête à dire, mais il chauffe très peu. Alors. Bon, il n'y a pas grand chose non plus ici. Je ne vois rien. Allez, boost. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, je me fais tirer dessus. Est-ce que je l'écrase? Est-ce que je l'écrase? Allez, on va le tuer très gentiment. Et il y en a un pas loin. Oh, il y a du monde. Il y a du monde pas loin. Et ben voilà, on va terminer cette session avec un nouveau frag. Allez. Vite, cours. On va y aller gentiment. Il est où? Allez, petit. Putain, vous imaginez même pas quand c'est chaud d'allumer ce genre de partie. Ah il a peut-être buté le pote. Et il est où? Oh, c'est relou. Putain, les mecs ils tirent et puis ils se barrent. Bon, écoutez, à ce moment-là, on va aller sur la conclusion. Puisque, malheureusement, aller sur l'ennemi, ça ne marche pas. Allez, on part sur la conclusion. On va terminer gentiment cette conclusion en 30 FPS et après je vais sauter dans mon lit pour dormir. Donc, ce Meizu 16e, quoi dire de ce Meizu 16e? Eh bien, c'est un smartphone qui est vraiment très bien. Et clairement, alors personnellement, je l'adore pour la raison principale, c'est surtout son audio. Vous l'aurez compris, l'audio est vraiment extra, et moi qui adore l'audio, forcément, ça fait copain-copain. Mais forcément, là où par exemple le Pro 6 Plus à l'époque était un échec, il y avait plein de problèmes, il y avait plein de bugs, il y avait plein de choses. Et là, on sent vraiment que Meizu a fait un tournant, même si le Pro 7 était très sympa,
il y avait des défauts, et des défauts, déjà Mediatek sur le haut de gamme, forcément ça allait pas plaire, et en plus de ça il y avait plein de problèmes, et la gestion logicielle était naze. Là ce qui est bien c'est que clairement Meizu a fait un grand pas en avant. Pour le suivi, il y a encore du chemin à faire, on ne sait pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine, mais il est censé se passer beaucoup de choses en interne, euh, il est censé y avoir de l'investissement, savoir ce qui va devenir réellement du suivi, et ce qui va y avoir un suivi qui va être enfin de qualité, parce que c'était l'un des plus gros problèmes chez Meizu, ça s'est un peu amélioré, mais c'est pas encore... Enfin, clairement, par rapport à la concurrence, c'est pas encore ça. Même si bah là, on peut le voir, hein, clairement, la gestion, par exemple, des performances est excellente, mais le nombre de mises à jour, elle, l'est beaucoup moins. Et c'est l'un des plus gros soucis. L'autre souci, pour comme ça vous êtes bien au courant, c'est qu'il manque la NFC. C'est dommage, mais la NFC aujourd'hui c'est quelque chose d'important. Ça commence à être très très utilisé pour le sans contact et même pour d'autres choses. Ce qui fait que malheureusement c'est un manque qui va être pour certains rédhibitoire. Clairement, bah, par exemple je sais que Vito lui, bah, ça l'emmerde beaucoup. Mais bah, malheureusement oui c'est dommage que là pour le coup la NFC ne soit pas présente parce que enfin, je veux dire à l'international. Clairement, ça a une grosse utilité pour le paiement sans contact. Rien que ça. Mais juste rien que ça. Et aujourd'hui, nous, pour le Pass Navigo aussi, ça a commencé à devenir normal. Donc là, on est sur une faute qui est un peu... Bah, pour le coup, certains, ça passera pas. En termes de défauts, pour continuer, comme ça, après on fera la partie positive, c'est bah, la stabilisation vidéo qui n'est pas terrible. Malheureusement, c'est l'un des plus gros soucis. On est sur une stabilisation vidéo qui tend malheureusement à être, comment dire, elle est imparfaite. Clairement, pour une stabilisation optique, on peut faire clairement mieux. Là, on sent que, bah, malheureusement, même si c'est, comment dire, si la qualité est là, on sent que ça manque encore de fluidité dans la stabilisation elle-même, en fait. Et clairement, quand on marche, ça se voit que c'est pas encore très bien maîtrisé. Sachant que Meizu Pro 6 Plus, lui, le gérait beaucoup mieux. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Donc à voir avec des mises à jour, hein, c'est peut-être juste des choses qui sont améliorées. On verra comment ce sera amélioré. Ça a l'air d'être un petit peu mieux déjà avec la dernière mise à jour, mais c'est pas encore ça. Et il y a la dernière chose, c'est le lecteur d'empreintes. Alors le lecteur d'empreintes, c'est à la fois quelque chose de très bien, et comme c'est encore nouveau, c'est encore bourré de défauts. Enfin, bourré non, mais c'est un défaut principal, c'est que ça nécessite que l'écran et le doigt soient plutôt propres, on va dire, ne soient pas envahis de saleté, ne soient pas trop gras ou trop humides, parce que sinon, en fait, il n'arrivera pas à lire l'empreinte. Ça paraît bête, mais ce type de lecteur, en fait, pour l'instant, c'est encore assez nouveau, et c'est pas encore très très performant par rapport à ce qu'on a sur des lecteurs d'empreintes classiques. Je vais en tester d'autres, ce qui fait qu'en plus de ça, je vais pouvoir faire des retours. Mais clairement, c'est le même résultat pour les autres smartphones de ce type. Donc c'est pas quelque chose lié spécifiquement à Meizu, c'est quelque chose lié au type de capteur en lui-même. Après, en soi, il est plutôt rapide, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, il est bien placé, ce qui fait qu'on peut le déverrouiller. Je sais, par exemple, moi j'ai tendance à le sortir de la poche et je le tiens comme ça. Et en fait, quand je le tiens comme ça, je le déverrouille directement. Donc rien que déjà pour ça, je trouve ça génial parce que bah, au final, je le déverrouille quasi naturellement sans poser le doigt réellement, sans vouloir le poser exprès sur le lecteur. Ça paraît bête, mais en tout cas, c'est efficace. Ce qui fait que ce smartphone, à qui il est dédié? C'est dédié à ceux qui veulent un très bon rapport qualité-prix déjà, simplement, mais un smartphone qui est design, qui est extrêmement bien fini, qui est extrêmement bon en son et aussi en côté haut-parleur, hein, quand je parle de son, mais l'audio est vraiment très réussi, même si, encore une fois, même si Meizu ne communique plus dessus, le son, l'audio en jack est juste excellent. Enfin, pour les mélomanes, les audiophiles, ceux qui ont des bons casques, ceux qui veulent profiter de smartphones sans avoir besoin de se trimballer un baladeur à côté, vous allez être comblés. Mais clairement, c'est juste très très bon. Un jour, j'espère pouvoir comparer à du Vivo qui a normalement quelque chose qui est encore plus haut de gamme en termes de puces sonores. Et bah, pourquoi pas des baladeurs audio aussi pour comparer. Mais clairement, ce Meizu est très très bon. Vraiment, et ça c'est mon point fort personnel à moi. Vous avez aussi l'autonomie qui, bah, même si sur le papier ça n'a pas l'air si fou que ça, bah, c'est très bien optimisé. Et c'est clairement beaucoup mieux optimisé que ce que propose Google. Alors pourtant Google, c'est eux qui sont censés être à la pointe de la technologie logicielle, notamment pour l'économie d'énergie. Et clairement, le Pixel 3 n'est pas bon là-dessus. Pourquoi, je ne sais pas, mais il n'est pas bon. Et bah, clairement, Flyme, lui, il est très très bon dessus. Donc c'est aussi un bon point. Les selfies sont très bons, les photos, même si la stabilisation ne suit pas, les photos elles-mêmes, par contre, elles sont très belles. J'ai réussi à faire vraiment de très très belles photos et l'algorithme me semble être assez proche de celui que propose Google. Donc franchement, c'est un smartphone qui
est très surprenant pour son prix. Parce que quand on regarde l'ensemble du téléphone, on ne pourrait pas dire forcément qu'il coûte 450 euros. Ça fait vraiment comme s'il était déjà sorti plus longtemps et qu'il avait décoté. Comme un S9, il a au moins autant de qualité que lui, il a l'écran AMOLED aussi, etc. Enfin, je ne saurais pas comment décrire ce smartphone, mais pour le prix, c'est juste un excellent rapport qualité-prix. Malheureusement, comme je le dis, le point le plus incertain, ça va être dans le futur, les sons suivis. C'est le plus gros problème de Meizu, c'est le plus gros problème globalement des smartphones de la marque. Mais comme il est censé y avoir des investissements cette année, est-ce que ce sera valable pour ces smartphones-là? Est-ce que ça va être vraiment cette partie-là qui va être dédiée? Pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas quel axe va prendre Meizu sur le suivi, sachant que les Européens, les Américains, etc. veulent du suivi. Et Meizu a toujours été assez mauvais de ce point de vue-là, mais il y a eu déjà des améliorations, puisque au départ, les premiers Meizu étaient vendus sans la certification Google. On devait mettre nous-mêmes Google, c'est le Google Installer, version Meizu, pour avoir Google et pour avoir le Play Store et pour avoir les applications du Play Store. Maintenant, c'est intégré, on a les services Google dedans, donc il y a un vrai changement qui est en train de se faire. Et là, pour le coup, c'est vraiment en très bonne voie en fait. C'est ça le truc, c'est que Meizu est en train de revivre actuellement. Regardez les tests, regardez que les gens aujourd'hui, et je regarde le Test Express, il y a plein de gens intéressés par Meizu. Plein de gens qui commencent à s'intéresser au Meizu, alors que le Pro 6 ou le Pro 7, tout le monde s'en foutait totalement. C'était totalement à la ramasse. Donc très intéressant de ce point de vue-là, et j'espère vraiment que ça va s'améliorer sur les mises à jour, parce que c'est l'un des plus gros soucis, et que le prochain modèle intégrera la NFC, ça me semble en tout cas plus probable. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est un smartphone que je recommande chaudement. Vous avez le lien dans la description. Donc Meizu Store, c'est eux qui s'occupent de faire l'envoi de ces smartphones pour la France. Et j'espère que n'hésitez pas à faire des retours, etc. Parce que tous les bugs, en tout cas, nous, on va pouvoir maintenant les remonter. Parce que les développeurs Meizu se basent surtout sur les retours communauté. Et profitez-en, en fait. Je sais pas quoi dire, mais c'est vrai que ce smartphone, pour moi, je l'adore. Je l'adore vraiment. C'est un smartphone que... Il est doux au toucher, il est agréable. Enfin, en fait, c'est surtout le prix qui me fait bugger par rapport à ce smartphone, parce que on pourrait vraiment pas dire qu'il sort à 450 euros. C'est surtout ça qui me fait bugger sur ce smartphone. Mais, et puis, il y a eu des évolutions énormes. Dites-vous bien, il y a des choses que je vous ai pas dit, mais par exemple, pour le téléchargement, en Wi-Fi, j'arrive à faire du 42 mégaoctets par seconde. Même sur Deezer, j'ai pu atteindre des 17 mégaoctets par seconde en téléchargement. Aucun autre smartphone a réussi à faire ça. Je ne l'explique pas encore une fois. Pareil, sur Orange, j'ai réussi à télécharger à 8 MO secondes sur Netflix, quelque chose que j'avais jamais pu faire aux endroits où je suis. J'ai jamais pu avoir une aussi grosse vitesse avec d'autres smartphones. Donc même là-dessus, il y a une optimisation de dingue que je ne comprends pas. Et je suis très surpris. Voilà un peu comment terminer ce test. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que mon non-objectivité, parce que j'aime bien Meizu, vous aura plu quand même. Mais clairement, j'ai essayé d'être vraiment objectif le plus possible. Mais clairement, l'appareil est très 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 réussi. Et même face au Pixel 3 et Note 9 que j'ai eu juste avant, il se défend vachement bien. Clairement. Voilà. Pour terminer... En tout cas, à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Merci aux tipeurs comme d'habitude. Et on va parler d'autres choses. Et l'année prochaine, il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, à bientôt.